alors moi, simplement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas le conseiller d'Édouard Philippe, je pense qu'il ne va pas me demander, je ne sais pas pourquoi, mais si j'avais des conseils à lui donner, je lui signalerais 3 écueils. Le premier, c'est de jouer, vous l'avez un petit peu joué cette carte-là, entre la peste et le choléra, je suis le recours. Mais ça, c'est Emmanuel Macron, moi ou le chaos. Mais ça fait une élection par défaut, ça, et ça ne peut pas durer longtemps. C'est un peu ce qu'a dit Karim, il faut un vrai programme. Le deuxième, c'est d'avoir l'air d'une girouette. Là, quand même, Laurent Wauquiez, il nous a fait une grande démonstration. À ce stade, ça relevait de l'éolienne. Hein. C'est quand même un peu... Bon, et ça, cette impression qu'on n'est pas droit dans ses bottes sur des convictions, c'est à mon avis compliqué à assumer. Et le troisième point, c'est de faire le tout homo economicus. Ça a été le grand travers de la droite pour moi. Et là aussi, Karim l'a un petit peu évoqué. C'est-à-dire que on a oublié la culture, l'éducation, les racines, la civilisation, la sécurité en procède. Tout cela, on l'a oublié, on a pensé qu'à l'économique. La droite des valeurs, c'était la droite des valeurs économiques. Et c'est vrai que, vous voyez, vous m'avez tout de suite parlé de la retraite. Mais il n'y a pas que la retraite dans la vie. Non, attendez, soyez juste avec moi, Gabriel. C'est Denis qui en a parlé, qui a parlé de la réforme des retraites. Non. Mais vous avez raison sur tout ce que vous venez de dire. Élection par défaut. Ça fait 2 élections présidentielles où on ne parle pas de fond, on ne parle pas d'idées. Édouard Philippe, je vais encore le défendre, je suis là pour ça, c'est le premier candidat quasiment déclaré à l'élection présidentielle. Ça fait 4 ans qu'il parcourt la France, qu'il fait des propositions, elles ne se voient pas toutes, qu'il multiplie les interviews. On se rappelle d'ailleurs de quand il a décidé de ça. C'est le seul candidat qui assume de dire, il ne fait pas de langue de bois, je suis candidat, je serai peut-être candidat, je vais être candidat. Il est candidat depuis plusieurs années, il parcourt la France, il a créé un parti politique et il s'organise. Et il fait des propositions. Donc je crois que s'il y a un candidat dans ce pays qui souhaite avoir une vraie élection présidentielle sur le fond, c'est lui, et j'espère, et vous avez raison, qu'on aura un débat d'idées. Sur l'homo economicus, là encore vous avez raison, il a dit il y a longtemps, et je crois à l'époque que ça a été vu, que l'école devrait être la mère des batailles, qu'on ne pouvait pas se satisfaire d'avoir un système éducatif qui décroche, on sait les classements PISA, et il l'a dit, et vous verrez que dans ces 3 priorités, il n'en a pas formulé 53, il y avait la justice, on y reviendra, l'autorité, mais il y avait l'école, l'éducation. Je crois que c'est le seul candidat qui place l'école et l'éducation au cœur de ses priorités. Et je termine là parce que c'est un sujet que nous avons en commun, c'est pas anodin, ça s'est pas beaucoup vu, mais Horizon a fait le choix à l'Assemblée nationale d'utiliser son droit de tirage, c'est-à-dire notre capacité de travailler sur un sujet une fois par an, sur des questions de natalité et de démographie. Édouard Philippe a parlé du vertige démographique comme un vertige qui était sans doute le plus important pour le pays, à côté du vertige économique. Donc vous avez raison, il ne faut pas qu'on ait d'impensé dans cette campagne présidentielle, que l'autorité, la lutte contre l'antisémitisme, la question de la démographie et de la natalité ne soient pas des impensés. On ne peut pas ne parler que d'économie. Il parle d'économie, mais vous verrez qu'on aura des propositions très concrètes, pardon Christine Kelly, sur la natalité, la justice, l'autorité. Député Horizon du Calvados, moi je vous redis qu'on aurait aimé qu'il fasse ça lorsqu'il était Premier ministre. Moi je vous redis Christine Kelly qu'il en a fait beaucoup, et vous verrez que quand il défendra son bilan, il y a beaucoup de choses qu'il a engagées comme Premier ministre. Il n'a pas pu continuer, mais vraiment, il faut que, j'espère, et c'est intéressant ce que vous dites Christine Kelly, j'espère simplement que cette campagne présidentielle ne sera pas dans la caricature, parce que si on résume Édouard Philippe à 2 mesures qu'il a prises ou une mesure, alors qu'il a engagé... Jérémy Paté, c'est une chance d'être au pouvoir. C'est une chance d'être au pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous avez raison. Et quand il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas la gaspiller. Il a été Premier ministre. C'est ce que se disent les Français. Ensuite, on prend Franck. Christine, vous avez raison. Oui. Mais j'ai pas eu le sentiment, moi, comme Français, avec la crise du Covid sanitaire, qui a été une crise inédite dans le pays, qu'il n'était pas à sa place. On peut lui reprocher des mesures techniques, mais je crois que dans la stature qui était la sienne, la manière dont il a géré cette crise inédite, les Français peuvent quand même reconnaître un homme d'État. Et ça, je crois que... Jérémy Patriélétus, député Horizon dans le studio d'Europe 1. Franck, vous nous appelez de Limoges. Bonjour Franck. Oui, bonjour Christine, bonjour à vos invités. Bonjour. Tout d'abord Christine, félicitations pour votre émission le soir, voilà. Même le midi, non ? Et même le midi sur Europe 1. Mais hier soir, on a quand même fait plus de 500 000, BFM TV a fait 200 000. Voilà. Ça reste entre nous, on n'en dira pas. Donc on va revenir sur le sujet. Bon, écoutez... Édouard Philippe, moi je serai bref quoi. Je dirais que c'est le clone d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si par malheur il était élu
il y aurait Monsieur Macron qui lui parlerait à l'oreille droite et l'Europe qui lui parlerait à l'oreille gauche. Comment peut-on être, crédible lorsqu'on veut faire du en même temps, c'est-à-dire aller rassembler, excusez-moi Monsieur le député, mais quasiment de LFI jusque on va gratter dans la droite des LR. Ce n'est pas sérieux, c'est pas de la politique. On a bien vu le blocage aujourd'hui constitutionnel qui paralyse la France parce que finalement, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait 2 partis à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est une véritable. Enfin, je ne sais même pas comment on peut qualifier la politique en France. Donc voilà. Pour M. Édouard Philippe, moi j'y crois pas du tout. Ça va être la même soupe qui va être servie que ce que nous a servi M. Macron pendant 9 ans. La deuxième chose, c'est M. Wauquiez. Pour moi, M. Wauquiez, je vois pas. Il parle, il fait partie d'un parti qui s'appelle les LR. S'il veut parler, il démissionne, M. Wauquiez. Il est à droite, il n'a pas à soutenir M. Édouard Philippe qui soutient lui-même des communistes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Pour en revenir à M. Édouard Philippe, je vous ai écouté attentivement, Monsieur le député. Son programme, je trouve, il est d'une banalité affligeante. Tous les candidats vont aborder les mêmes thèmes, finalement. Mais pas avec les mêmes réponses, si vous me permettez. Pas avec les mêmes réponses, cher Franck. Alors, je vous fais répondre dans un instant, Jérémy Patriélétus. On termine avec Franck parce qu'il y a Raphaël aussi qui appelle et après je vous donne le mot de la fin. Ce que je veux dire, c'est que, désolé, je vais être piquant, mais messieurs les politiques, vous n'avez vraiment pas l'amour du pays. Vous ne portez pas la France dans votre cœur. Tout ce que vous démontrez, c'est que vous êtes des professionnels, que vous avez besoin d'être élus pour faire rentrer de l'argent dans votre foyer à la fin du mois. Moi, c'est ce que je vois. La France, elle est par terre. Ça, c'est la réalité. Je pense que personne ne peut le nier. Dans beaucoup de secteurs, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la justice, que ce soit la médecine, mais c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous avez fait depuis toutes ces années ? Enfin, c'est une honte. Vous devriez même pas. Enfin, et pour en finir aussi quelque chose qui m'exaspère. Quand des lois sont votées par l'Assemblée nationale, par le Sénat, elles sont retoquées par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour européenne de justice. Mais si on veut faire des économies, soit on supprime l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'est les différentes cours que je viens de citer qui gèrent le pays, ou inversement, on garde l'Assemblée et le Sénat et on supprime toutes ces cours. Comme l'heure avance, c'est très intéressant, tout ce que vous dites, c'est passionnant. Vous voyez, Jérémy Patriélétus, je vous donne la parole dans un instant, mais vous voyez le regard des Français. Je vous donne la parole dans un instant pour répondre à Franck qui nous a appelé de Limoges, qui est particulièrement précis, incisif. Il vous répond dans un instant. Merci d'avoir appelé au standard d'Europe 1. On prend Raphaël aussi, comme ça vous ferez une réponse et la conclusion en même temps, puisqu'on a Nazir Ahmad qui nous attend pour parler du rôle du père. Vous pourrez rester aussi, Jérémy Patriélétus, comme je sais que vous êtes père. Mais Raphaël, vous nous appelez d'Auvergne-Rhône-Alpes, et comment vous voulez réagir ? Bonjour Christine, bonjour à tout le monde. Je veux dire que depuis hier, la carrière de présidentielle éventuelle de Monsieur Philippe est morte. Oui, pourquoi ? Parce que Laurent Wauquiez... La carrière d'Édouard Philippe est morte ? La carrière présidentielle de M. Édouard Philippe s'est arrêtée hier. Pourquoi ? Il a subi le baiser de la mort de M. Wauquiez, qui on a l'habitude d'appeler le serial traître. Incroyable. Il a trahi, et je peux argumenter hors plateau, il n'y a aucun souci. Il a trahi Jacques Barrot, qu'il a créé en politique. Je vous donne que les principaux traits. Il a trahi M. Olivier Marleix, qui 2 mois après en est quasiment mort. D'accord ? Il a trahi Nicolas Sarkozy. Maintenant, il jette son dévolu. Il a trahi évidemment Retailleau, parce que Retailleau a eu le malheur de le battre à plat de couture pour LR. Donc, comment faire confiance à cet individu ? Merci beaucoup, Raphaël. Peut faire confiance. On a le journal dans un instant, donc je ne peux pas vous garder plus longtemps, mais c'est très intéressant. On marque une pause. Merci, Raphaël, de nous avoir appelés. Jérémy Patriélétus, on a 10 secondes si vous voulez commencer à répondre, et après vous allez répondre aussi après la pause. On a Franck qui vous a dit que c'est le clone de Macron, Édouard Philippe, qui nous a dit que vous n'avez pas l'amour du pays dans les politiques, et Raphaël qui dit c'est le baiser de la mort. Je vais répondre sur le fond après. Là, je vais juste répondre sur... Vous dire, Franck, je comprends votre colère, je suis élu d'un territoire rural,
passe une partie de ma vie avec ces Français qui voient la France se déliter. Moi, dans ma circonscription, les Français n'ont même plus accès aux médecins. Je me bats pour les déserts médicaux. Et donc, je comprends votre colère. Simplement, je ne peux pas vous laisser dire que celles et ceux qui s'engagent en politique aujourd'hui n'ont pas l'amour du pays. Vous savez, moi, avant d'être député, je travaillais avec le général Georges Lain. Je me suis occupé de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. J'ai l'amour de ce pays, de notre civilisation, de notre identité. Et j'ai quitté, voyez-vous, ce chantier formidable en plein milieu pour m'engager dans une carrière politique. Donc je crois qu'il y a quand même des gens qui s'engagent pour l'amour de la France et l'amour du pays. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur les solutions. Au Havre, d'ouvrier. Et moi, je vous le dis, comme je le vois depuis le temps que je le soutiens, c'est un homme à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais pas son attachement viscéral à la France et aux Français. Donc je leur demande, je les invite, je les encourage, s'ils le souhaitent, à écouter, simplement par curiosité, et voir quel est ce candidat, ce qu'il a dans les tripes, ce qu'il pense de ce pays, ce qu'il souhaite en faire. Et je pense que ce sera la meilleure des réponses que je puisse faire à Franck et Raphaël. Essayez d'écouter dimanche, 14h. J'ai une petite question subsidiaire en 10 secondes. CNews est menacé de fermeture. On a vu que l'ARCOM a annoncé, a mis en demeure CNews pour un pluralisme élargi. Vous qui avez été à la tête de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public, peut-être une réaction ? Parce qu'on a besoin dans ce pays de pluralisme. On a besoin que toutes les voix puissent se faire entendre. CNews représente une partie de l'opinion. Elle parle aux Français, comme le service public audiovisuel peut le faire. Donc moi, je ne souhaite pas la fermeture. Maintenant, il faut que chacun respecte les règles. Il faut que le service public respecte les règles. Parfois, il est mis en garde. Il faut que CNews les respecte parce que parfois, la chaîne est mise en garde. Ce qui compte, c'est qu'il y ait ce pluralisme. Ce pluralisme, il est important. Le pluralisme, c'est la diversité des points de vue, la diversité des opinions. Et je ne le dis pas parce que je suis à votre antenne. Ça fait des années que je travaille sur la question de l'audiovisuel et j'ai toujours considéré que le pluralisme était au cœur de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie vivante dans un pays si toutes les voix ne peuvent pas se faire entendre. En revanche, et c'est important et vous l'avez fait aujourd'hui, il faut qu'il y ait un pluralisme aussi dans les invités, dans les expressions. Et je vous remercie qu'on ait pu avoir, grâce aussi aux chroniqueurs qui étaient présents, un débat qui a été riche. Alors, il a été reproché. Merci beaucoup, Jérémy Patrielli, d'avoir été notre invité sur Europe 1. Il a été reproché un pluralisme élargi à CNews. Et il y a une étude inédite sortie aujourd'hui par l'Observatoire du journalisme qui montre que les autres chaînes info aussi ont fait du pluralisme élargi. C'est une notion nouvelle. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, Jérémy Patrielli, c'est incroyable parce que CNews est la seule chaîne à avoir des sanctions financières. Il faut de l'équilibre pour tout. Et les erreurs des autres, il y en a aussi beaucoup. Peut-être même beaucoup plus que les autres, que CNews. C'est important de le souligner. Gabriel Cluzel, peut-être un petit mot là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Qui a été on écoute toutes les voix. Exactement. Merci infiniment et bon meeting dimanche. Et j'espère vous avoir peut-être lundi sur CNews. Oui, il y a une étude très intéressante de l'OGIM qui est sortie aujourd'hui, qui s'est intéressée à d'autres chaînes, comme LCI, France Info. Parce que c'est vrai que CNews, c'est un peu le poil de carotte de l'ARCOM. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un parent qui regardait en permanence le même enfant et qui lui tapait sur la tête dès qu'il dit un mot de travers en laissant les autres gambader et faire ce qu'ils veulent. Donc ça a quelque chose de profondément injuste et cette étude de l'OGIM montre que, eh bien, il y a des lignes éditoriales. On peut considérer que des lignes éditoriales, ce sont des biais, mais c'est l'addition de toutes ces lignes éditoriales qui font la liberté d'expression dans ce pays. Merci Gabriel Cluzel. Allez voir cette étude de l'Observatoire du journalisme qui montre que toutes les chaînes info LCI, mais aussi France Info font aussi du pluralisme élargi. Nazir Ahmad, c'est un plaisir de vous avoir dans le studio d'Europe 1. Vous êtes psychanalyste, docteur en psychologie clinique, membre de l'association Lacanienne Internationale. Pour cette question, la montée de la violence chez les mineurs révèle-t-elle aussi une crise de la figure paternelle ? Quel est le rôle du père, peut-être, dans vous qui avez étudié ces questions, dans peut-être cette montée de la violence ? Je vous remercie pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi de me trouver parmi vous. Et c'est une question intéressante, d'autant plus qu'on commence à observer la violence chez les petits. Tout petit. 3 ans, 4 ans, les enfants qui commencent à taper leurs parents. C'est-à-dire l'impossibilité pour un père de frustrer ou pour une mère de frustrer un enfant. C'est-à-dire ces rapports au plaisir immédiat, ces rapports à la jouissance qui n'acceptent aucune négociation. C'est comme ça. Le chocolat, c'est maintenant. Les bonbons, c'est maintenant. Et malheureusement,
les téléphones, c'est maintenant. Le jeu, c'est maintenant. Pourquoi on n'arrive plus à négocier avec les enfants? Est-ce que les enfants de nos jours sont différents des enfants d'hier? De ce que nous étions nous-mêmes quand on était enfants? Je dirais qu'il y a une petite différence. Et cette différence, c'est que la famille peut-être était beaucoup plus structurée que maintenant. Quand vous regardez les enfants dès le départ, dès leur naissance, qui c'est qui s'occupe de nos enfants maintenant? Vous voyez, quand vous regardez les petits enfants qui sont pris en charge, les crèches, les nourrices, rien que pour les amener à l'école ou les ramener de l'école, allez devant les écoles maternelles et vous allez voir que chaque enfant a plusieurs figures maternelles et plusieurs figures paternelles. Le père et la mère deviennent accessoires dans ces portraits d'adultes qui entourent un enfant et qui veillent à son éducation. C'est-à-dire, un enfant peut avoir, dans une semaine, peut avoir 4 ou 5 adultes qui l'entourent. Et moi, dans mon cabinet d'analyste, il m'arrive de recevoir un enfant accompagné tantôt par la nourrice, tantôt par et ainsi de suite. Je veux dire, l'enfant n'a plus une référence stable. Nazir Ahmad, oui, Nazir Ahmad, c'est puissant ce qu'il est en train de nous dire. La famille était plus structurée que maintenant. Le père et la mère deviennent accessoires. Oh, je vous redonne la parole d'abord, Olivier, qui nous appelle d'Occitanie. Olivier, vous voulez réagir sur cette violence des mineurs et sur l'absence du père dont on parlait. On vous écoute, Olivier. Tout à fait. Bonjour, Christine. Bonjour. Mais écoutez, je voudrais effectivement intervenir là-dessus parce que je me pose une question. Alors, si c'est pas, peut-être une excuse ou encore une énième fois rajoutée de l'irresponsabilité, ce qui est en train de se passer. Il y a des parents. Voilà. Alors des fois des familles monoparentales, mais je pense que tous les enfants issus de familles monoparentales ne sont pas des délinquants. Il n'y a pas cette violence extrême comme on trouve aussi. Prenez l'affaire de Louis récemment, il y avait des mineurs dedans, et des jeunes mineurs. Donc moi, vous savez, je pense aussi qu'il y a un problème de responsabilité de l'État, très clairement, parce que l'État ne fait plus peur. Voilà, il ne donne pas la peur aux enfants maintenant, parce que la justice pour les mineurs, elle est ridicule, ni pour les adultes qui commettent des infractions. Et en fait, on a déresponsabilisé les parents d'une manière générale, en leur disant mais c'est pas grave, il vient d'un quartier défavorisé, il vient de ceci, il vient de cela. Non, je pense qu'il faut arrêter vraiment. Vous voyez, moi je suis papa solo, j'ai élevé mes 3 garçons tout seul. Mes garçons vont bien, ils ont été bien éduqués, ils savent dire bonjour, merci, au revoir, ça c'est la politesse de base. Et après, l'instruction qui est à l'école, c'est encore différent. Mais en tout cas, je pense qu'il faut arrêter de déresponsabiliser tout ça et de remettre vraiment au centre du débat le fait que les enfants doivent avoir des limites, que ce soit une famille monoparentale ou pas. C'est sûr que c'est plus simple quand il y a les 2 parents. C'est sûr qu'il y a... Voilà, excusez-moi, je me permets de finir. Non, voilà. Oui. Vous avez fini, voilà, pardon? En tout cas, oui. Si vous préférez, ce qui est important, je pense qu'il est important d'éduquer les enfants. Voilà. Monoparental ou pas, une famille peut éduquer des enfants, il faut mettre des limites, il faut responsabiliser les enfants pour une justice des mineurs qui soit plus dure quand on voit les infractions extrêmement graves qui ont eu lieu récemment, et aussi qu'on sanctionne les parents. Merci beaucoup, Olivier. Voilà, merci à vous. Voilà, parce qu'il nous reste très peu de temps. Merci beaucoup pour votre intervention, Olivier, qui nous a appelé d'Occitanie, qui dit on a déresponsabilisé les parents. Et il nous reste 5 minutes avant la fin de cette émission, fin de l'émission de la saison. 5 minutes, Gabriel Cluzel et Karim Aloum, je les accorde et je vous donnerai le mot de la fin dans un instant à notre invité Nazir Ahmad, psychanalyste, pour rebondir sur ce que nous disait notre interlocuteur à l'instant. On a déresponsabilisé les parents. Est-ce qu'il a raison parce que effectivement les familles monoparentales, toutes les familles monoparentales ne font pas des enfants délinquants, mais la plupart des délinquants sont issus des familles monoparentales. Non, écoutez, ça ne veut pas dire... Il ne faut pas se tromper. Quand on dit une famille monoparentale, ça ne veut dire pas qu'on a affaire à une personne isolée. Vous pouvez être une mère seule, mais vous êtes entouré par toute une famille. Tout à fait. Vous avez 2 figures
monoparental tout autour de vous. L'enfant peut se référer à son grand-père, peut se référer à son oncle, peut se référer à sa tante. Il ne faut pas confondre une monoparentale avec un isolement. Non, on a tous des liens sociaux, on a tous d'une famille une famille qui nous entoure et qui est susceptible de prendre aussi cet enfant en charge. C'est pour cela quand on dit monoparental, il faut pas s'arrêter sur l'aspect. Tout à fait. Voilà. Alors, question Nazir Ahmad. Vous disiez tout à l'heure, le père et la mère sont devenus accessoires. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous dites par exemple que lorsque on voit, et c'est vrai ce que vous dites, on voit à la sortie de l'école plein de babysitters, quasiment jamais les parents, et ça veut dire que les parents ont disparu, les parents n'éduquent plus. Finalement, qui éduque les enfants, Nazir Ahmad, psychanalyste? On n'est pas là pour... Les parents font ce qu'ils peuvent. On vous donne une petite bouteille d'eau. Je vous laisse boire si vous voulez un peu, pendant que je laisse Karim Aloum réagir et Gabriel Cluzel, je laisse boire un peu. Non. Juste pour répondre à ça, parce que c'est très important ce que vous dites. Les parents n'ont pas démissionné, qu'elle soit immerselle, qu'elle soit une famille de recomposés, tout ça. Mais ils sont plus ou moins pris dans un jeu économique et social qui fait qu'ils sont nettement plus pris qu'avant. C'est vrai. Mais imaginez-vous quand vous travaillez jusqu'à 8h, 9h. Qui c'est qui veut prendre vos enfants pendant votre absence? Alors, Gabrielle Cluzel veut réagir. Elle a 7 enfants, Nazir Ahmad. Non, mais moi, je pense que de fait, parce qu'on parle beaucoup du travail des parents qui les prend beaucoup, mais parce que la révolution industrielle et le salariat, vous voyez, je remonte loin, mais a propulsé les enfants loin de leurs parents et dans un contexte où les familles sont devenues nucléaires, il n'y a plus l'entourage. Autrefois, même les femmes travaillaient, les femmes artisans, etc., paysannes, mais elles étaient près de leur domicile et il y avait les grands-parents autour. Donc c'est vrai que ça a changé beaucoup la donne. Maintenant, s'agissant du père, il ne s'agit pas de stigmatiser les familles monoparentales. Je rappelle d'ailleurs qu'après la guerre de 14, il y a eu des gens parfaitement élevés, il y avait tellement de veuves qu'ils les élevaient tout seuls. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'on a détruit la figure du père. Moi, quand je vois que le Parti Socialiste, dans son programme, il faut abattre le patriarcat, LFI, il faut abattre le patriarcat. Mais le père, c'est pas mauvais en soi. L'autorité d'un père, c'est important. Enfin, je pense que en détruisant le père, peut-être qu'on a voulu détruire Dieu, parce qu'on parlait de Dieu le Père, c'est détruire la figure d'autorité, et je crois que notre société en souffre. Oui, c'est pour cela. Nazir Ahmad, psychanalyste sur Europe. C'est pour cela il faut absolument qu'on fasse la part entre ce qu'on appelle l'autorité et le pouvoir. Il y a plusieurs lectures de cela. L'autorité, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire, quand je reconnais l'autorité de quelqu'un, c'est parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui m'inspire, c'est quelqu'un qui m'aide, c'est quelqu'un qui me donne l'exemple, c'est quelqu'un qui est auprès de moi. On dit, quand je dis de quelqu'un, c'est une autorité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, dans la place qu'il occupe, dans ce qu'il fait, il m'inspire, il me donne l'exemple, il m'aide à réfléchir, il m'aide à avancer. C'est ça une véritable autorité. Quand on était enfant, moi-même quand j'étais enfant, il y avait plusieurs figures de l'autorité. Il y avait les petits curés qui passaient de nous voir. Il y avait le maître ou la maîtresse qui avait un rôle social extraordinaire. Il y avait les médecins, il y avait les policiers, il y avait tout ça. Alors Nazir Ahmad, on fait quoi maintenant aujourd'hui? Il n'y a pas d'autorité? Maintenant, ce qu'on dit, et moi, ce mot pour un psychanalyste fait peur quand on dit il faut faire peur. Faire peur n'a jamais été éducatif. C'est un dressage. Quand j'arrive avec un bâton, avec tout ça, je sais comment dresser les gens, parce que je peux taper. Tandis que, effectivement, l'autorité est éducative, parce que l'autorité est une reconnaissance. Je reconnais l'autorité de quelqu'un. Et dans ce sens-là... Donc vous êtes en train de nous dire, Nazir Ahmad, que l'autorité est éducative, donc même une femme peut instaurer l'autorité dans la famille nucléaire. Et est-ce que vous reconnaissez ou pas, parce que beaucoup d'experts le disent, que l'absence du père, qui est en général une figure d'autorité, a détruit la famille, a détruit la société, oui ou non, selon vous, psychanalyste? Écoutez,
en tout cas, l'enfant trouve une figure paternelle. Si on la lui trouve. Oui, Il peut la trouver dans la délinquance. Oui, elle peut la trouver même dans la délinquance. Elle peut trouver quelqu'un qui l'inspire aussi, au sens négatif du terme. Mais une femme qui a une mère seule, qui a une vie sociale normale, effectivement inscrit son enfant dans cette vie normale, sociale normale, et dans l'entourage de sa mère, que ce soit la famille, que ce soit les amis, elle trouvera des figures paternelles auxquelles elle peut s'identifier. Merci beaucoup Nazir Ahmad, en direct sur Europe 1, psychanalyste qui nous a dit que la famille était plus structurée avant que maintenant, que le père et la mère deviennent accessoires aujourd'hui, qu'il ne faut pas confondre autorité et pouvoir et que l'autorité est éducative. Merci infiniment Nazir Ahmad d'avoir été notre invité.